Ce podcast a été enregistré à PodBXL, le festival du podcast de Bruxelles. Plus d'informations sur podbxl.be. On a eu la fin. C'est très bien. On dirait moi qui fait le truc. C'est génial. C'est ça. Donc, bonjour à tout le monde. Moi, c'est Monsieur Série, donc du podcast Monsieur Série and Friends, où je parle bien entendu de séries télé, mais pas que, parce qu'on parle aussi beaucoup de culture. Et pour ce format ici, ce sera le format que j'appelle portrait en série, qui en gros, je reçois quelqu'un et on va parler de sa vie, mais entouré par les séries qui peut-être l'ont influencé dans sa vie de tous les jours, dans son métier. C'est déjà arrivé, j'ai reçu pas mal de monde, j'en ai une vingtaine d'épisodes, dont même Monsieur Alain Carazé, qui était quand même Monsieur Destination Série en France, donc il y avait beaucoup de choses à parler. Et aujourd'hui, donc non, elle a peur du micro apparemment. Je reçois Aline, qui fait partie de Bad Geek, mais pas que. Oui, pardon. Bonjour. Oui, alors je m'appelle Aline, je fais effectivement partie de Bad Geek, de l'organisation de tous ces festivals. Mais également, je suis podcastrice. Je parle notamment de séries coréennes dans Mes Madeleines coréennes. Et je fais aussi partie du label Podcut, et sur lequel je participe à d'autres podcasts comme Watchlist ou encore La Réponse D. Voilà. Et donc le format ici, c'est vraiment de déjà te demander quel est ton premier souvenir de télé, de série télé. Donc niveau enfance, hein, donc c'est pas forcément le plus jeune, mais qu'est-ce qui t'a marqué vraiment niveau télé? Alors niveau télé, comment dire, j'ai l'impression que c'était un peu ma meilleure amie, cette télé. J'avais pas encore mon petit frère, pas beaucoup, enfin je n'avais pas le droit de sortir, et mes parents travaillaient beaucoup. Alors je leur reproche absolument rien. Mais voilà, j'étais souvent devant un écran. Je pense que la télé babysitter, c'est quelque chose que tout le monde a à peu près connu, en tout cas à une période, peut-être un peu moins maintenant. Oui. Non, c'est les tablettes, mais bon, c'est un autre écran. Voilà, c'était les années 90, ouais. Donc un peu... Voilà, la télé babysitter, c'était vraiment le truc. Mmh. Donc j'ai envie de dire, c'était le Club Dorothée, le mercredi matin, pendant que mamie faisait cater dans la cuisine. Moi, j'étais devant la télé. Donc il y avait les dessins animés, les premiers mangas, enfin je me rappelle, les premiers animés, pardon, c'était Dragon Ball Z. Ouais. Et après, j'ai un souvenir assez flou que ça enchaînait sur des séries américaines, genre Hooker ou des choses comme ça. Ah oui, carrément, dès l'enfance. Donc Hooker, une série avec William Shatner et Heather... je ne sais plus du tout. Enfin, des mecs sur des motos. Non, ça c'était... Attends. Hooker, c'était un flic. Dans une voiture. Voilà, et Chips, ils étaient sur les motos. Oui, mais je te dis, c'est un souvenir très flou. Ah oui, t'as mélangé deux séries. Et donc voilà, c'était ça. Il y avait aussi MacGyver. Voilà, des choses un petit peu... tout ce qui passait. Tout ce qui passait. Peut-être un petit manque de contrôle parental sur ce que je regardais. Oui, mais voilà, c'était ça. Et puis... Et ensuite, en rentrant de l'école, les minicums sur France 3. Et c'était Princesse Sarah, des choses aussi qui mettaient la patate, quoi. Ah oui, Princesse Sarah, oui, c'est bien. Je ne sais pas si tout le monde connaît Princesse Sarah, non, ici. Non? Oh là là, vous avez tellement de chance. Tellement de chance. Tellement de trauma en moins. C'est bien. Oui. Comment dire, Princesse Sarah, c'est une petite fille riche qui se retrouve au moment... Son père est, je crois, un riche Anglais amené à aller gouverner en Inde, voilà, à l'époque des colonies. Et
Elle se retrouve d'un seul coup orpheline, soi-disant, dans un orphelinat. Et comme étant orpheline qui a tout perdu, elle se retrouve à être Cendrillon, quoi. Et à subir toutes les maltraitances possibles et imaginables par la directrice. Oh oui. Donc voilà, ça a forcé à être sage à la maison. Oui, pour l'info, ici, donc, j'ai 2 filles, 9 et 9 et 5 ans. Et ma femme s'est dit, tiens, c'est bien, je vais vous partager Princesse Sarah, que je regardais quand j'étais petite. Et une des réflexions de ma plus grande, ça a été, mais pourquoi ils sont méchants à ce point-là avec elle? Et tout le long, c'est mais pourquoi? Mais malgré tout, il y a un attrait, elle regarde et ça leur plaît beaucoup, mais c'est vrai que ça fait quand même pas mal de choses trauma, mais c'est pas le pire quand même dans les dessins animés. C'est pas le pire, il y avait Rémi sans famille. Voilà. Qui déjà dans son nom, de toute façon, on a bien compris que ça n'allait pas être joyeux. Non, et ce qui était assez fun aussi, c'est qu'il y avait aucune, j'ai l'impression aucune ligne éditoriale, c'est-à-dire que tu enchaînais Princesse Sarah et après tu avais Starla les joyaux magiques. Donc c'était assez marrant, avec le recul, de se dire d'un seul coup tu vois une pauvre orpheline qui se fait taper et après tu as le droit à une magnifique blonde qui, grâce à un joyau en forme de soleil, se transforme en super-héroïne. C'était, je sais pas, comment ça construit aussi les petites filles d'avoir ça, mais c'était intéressant. Je sais pas comment ça les construit, mais en tout cas, apparemment, ça les marque, parce que tu te souviens des noms, tu te souviens peut-être des épisodes, mais tout ça, tu regardais donc toute seule, vu que c'était un peu... Oui, c'était l'heure du goûter, voilà, avec le sandwich au Nutella en rentrant de l'école. Voilà, effectivement. Et donc là-dedans, Princesse Sarah, tout ça, c'est ce qui t'a marqué en premier, mais il y a quelque chose qui vraiment... t'as eu envie de suivre directement ou pas du tout? C'était juste ça tombait là et puis c'était... Ouais, quand j'étais petite, c'était vraiment avoir quelque chose... je pense pas que je me rendais compte qu'il y avait une continuité entre les épisodes. C'était vraiment en accompagnement d'avoir aussi... s'occuper, d'avoir un bruit de fond et des images qui bougeaient. C'est un petit peu triste, en fait, mais non. Je pense que si je demande ici, il y a quand même pas mal de monde qui ont connu ce côté-là, un peu de regarder la télé, voilà, un peu seul, ou en tout cas le temps du goûter. Je sais pas si... oui, voilà, donc c'est pas si triste, c'est un peu normalisé. Peut-être c'est pas forcément toujours bien, mais c'est vrai que dans ces années-là, moi comme moi, dans les années 80 et 90... il y avait peut-être un regard un peu plus léger sur ce qu'on regardait. Surtout, on n'avait pas accès à tout ce qu'on a accès maintenant avec les Netflix et autres. Où là, globalement, une fois qu'on rentre dedans, c'est la porte ouverte à un peu tout. Quoique le Club Dorothée, c'était pas mal dans le genre non plus. On était pas mal. Ouais, on était pas mal. Et quel est ton vrai premier souvenir de série qui t'a marqué plus fort que ça? Parce que là, c'est des vagues images, mais il y a quelque chose peut-être qui... Aussi, je pense, les moments partagés avec ma grand-mère qui s'installait. Je sais que le mercredi, j'allais chez elle quand elle pouvait encore me garder. Et après le journal de Jean-Pierre Pernaut, c'était Les Feux de l'amour. Donc on regardait Les Feux de l'amour. Je l'ai senti arriver, mais tellement loin celui-là. J'allais dire c'était Les Feux de l'amour. Et t'avais Amour, gloire et beauté le matin. Voilà. Effectivement. Bon, on a tous la même enfance, c'est bien. Ouais. Et donc, moi, je viens du Nord-Pas-de-Calais. Et donc, on regardait ça sur TF1 et Amour, gloire et beauté sur France 2. Et un jour, elle s'est aperçue qu'on pouvait aussi capter RTBF. Et que là... Il y avait les épisodes avant. Il y avait les épisodes, vous aviez au moins un an d'avance sur nous. Ouais. Et elle a dit, non, je veux pas voir ça. Moi, je veux continuer sur ma télé française. Je veux pas être spoilée. Enfin, le mot n'existait pas encore, spoilé, mais vous avez compris l'idée. Donc, alors, t'es en avance quand même. Non, mais c'était marrant aussi de voir ça. C'était le moment, on partageait pas forcément. Enfin, c'était juste, on était toutes les deux dans le canapé à regarder. On revenait pas à se poser la question, est-ce que Brandon va tromper Sheila? Enfin, non, on ne débriefait pas. Si, il va le faire, mais pas maintenant, mais il va le faire. Je pense que Non, c'était ça. C'était le moment d'être avec ma grand-mère et de toutes les deux devant un écran. Ben, c'est toujours ça, c'est devant un écran, mais voilà. Après, oui, ça reste du partage, parce que c'était justement une de mes questions qui allait arriver. Tu parlais donc toute seule, mais il y a quand même un moment donné où tu te rappelles peut-être de télé, donc avec ta grand-mère, ou même avec tes parents, ou pas du tout? Alors, avec mes parents, c'était le jeudi soir.
Apparemment, ça marque bien, parce que tu te souviens même du jour. Ouais, c'était sur TF1. Le jeudi soir, c'était l'épisode de la série un peu flic français. Là. Il y avait Navarro, il y avait Commissaire Moulin, il y avait tous ces trucs-là qui passaient. Donc ça, c'était le jeudi soir avec les parents. Oui, c'est... Ah non, mais... On te laisse regarder ce que tu veux la journée, mais alors le soir, c'est les policiers et les policiers. Et c'est ça. Mais... alors que moi, mes copines, elles me racontaient, nous, à la maison, on regarde M6 et après, c'est Nounou d'enfer, Notre belle famille, tout ça. Et non, pas à la maison, parce que c'était nul. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il y avait... le soir, il fallait que ce soit un petit peu sérieux. Il fallait regarder le journal de 20h tout en mangeant. Mais après, se détendre avec Fran Fine, ça n'allait pas. C'était pas du goût je pense, de mes parents. Donc, ça, je l'ai découvert bien plus tard sur les multiples rediffusions. Oui, alors que, Navarro et Commissaire Moulin, finalement, pas trop rediffuseux, quoi. Alors, si, parce qu'au final, j'ai des petits trèfles, là, quand on me parle de Monsieur Régnier qui chante le PCV, et du coup, je sais de quoi ça parle. Et c'est assez marrant, c'est que donc dans l'histoire de ce format-là du podcast, donc voilà, une vingtaine de personnes, à chaque fois, on peut se dire que ça va se regrouper ou non, pas du tout. Là, en général, le côté M6 revenait assez souvent, mais c'est la première fois où on me dit non, M6 c'était pas possible, alors que c'est vrai que là-bas il y avait toutes les séries un peu familiales, comédie, alors que c'est vrai que TF1 le soir c'était plutôt leurs policiers, éventuellement peut-être des médecins pour changer, mais pas plus que ça. Non, j'ai que le souvenir vraiment précis de Navarro et Commissaire Moulin. Et aussi les Cordiers jugés flics. Oui, ben voilà. Et Julie Lescaut, etc. Ah oui, c'était... Que des gens bien. Que des gens bien. Oui, mais ça permet, nous, d'être des gens bien après, peut-être. Peut-être. De se dire, c'était peut-être un peu problématique parfois. Oui, même assez souvent, effectivement. Je ne sais pas ici si dans le public, il y a ce genre de souvenirs-là aussi, de partage avec la famille, ou c'était pas du tout, pas autant. Si, c'était aussi des séries policières ? Non ? Oui, les Cordiers jugés flics, oui. Le truc que je pense que si on regarde maintenant, on va se dire, mais il n'y a rien qui va du tout là-dedans. Il n'y a pas un seul truc qui va. C'est dans son jus. Il faut remettre dans le contexte. Oui, c'est ça. Il faut séparer l'homme de l'artiste. Exactement. Oui, c'est ça. Oui. On les aura toutes faites, c'est bien. Et donc là, par contre, tout ça, c'est quoi ? C'est ton enfance vers 10 ans Oui, c'est ça. C'est mon enfance. J'ai un autre souvenir, mais ça... là, j'étais toute seule devant l'écran et j'aurais peut-être pas dû être toute seule devant l'écran. C'était le vendredi soir à la maison. Il y avait ma tante aussi qui venait. Donc mes parents et ma tante s'isolaient dans la cuisine pour manger. Et puis moi, au bout d'un moment, on avait marre des conversations d'adultes. Donc j'allais dans le salon. Et à la télé, au final, c'était X-Files. Donc j'ai regardé X-Files très jeune. C'est vrai qu'à niveau trauma aussi, c'est pas mal dans le genre. Ça a peut-être à 10 ans, forgé, X-Files, c'est peut-être un peu tôt. Moi, je sais pas, ça a peut-être forgé mes goûts de cinéma de genre et de regarder des choses un petit peu en marge. Mais c'est vrai qu'il y a 2-3 trucs qui m'ont traumatisée. Et je regardais sous mon lit avant d'aller dormir, ça c'est sûr. On ne sait jamais. Il y a peut-être un extraterrestre en dessous, un autre monstre avec les yeux noirs qui se trouve en dessous. Moi, je croyais que c'était soit un vampire ou un gremlins, tu vois. Mais... Enfin bref, j'ai une enfance... Mais je vais bien, hein. Ne vous en faites pas. Hein. Oui, c'est ce qu'on va voir à la fin de cet épisode, si tu vas bien. Je vais bien. Mais tu dis que ça t'a marqué, donc ça a peut-être été une influence pour toi ou pas du tout ? Sur ce que tu as voulu regarder après, les livres que tu as voulu lire, le film que tu t'intéressais. Donc tu parlais du cinéma de genre un peu. Oui, je pense que c'est ça aussi, d'apprécier des choses un petit peu en marge, de ne pas regarder forcément de la grosse comédie lourde française. Ça, c'est pas forcément ce que j'aime regarder, mais du ciné, peut-être, je vais pas dire... qui fait un peu réfléchir, ou du ciné de genre, un peu ciné-horreur ou du fantastique. Ça, c'est des choses que j'ai bien aimées assez tôt, même si c'était aussi le truc de j'aime bien aussi faire un petit peu peur, de ressentir quelque chose, parce que c'est ça aussi, il faut que
j'ai trop longtemps été devant un écran juste pour avoir une compagnie. Là, c'était vraiment après avoir une démarche de regarder quelque chose parce que j'ai envie de le regarder et que ça me procure quelque chose et que je réfléchisse ou que j'ai peur enfin voilà, que ça me produise une émotion. Oui, mais ça colle à plus ou moins avec l'âge vers les 9-10 ans et même après, c'est là où on commence à avoir un esprit un peu plus, on va dire, critique dans ce qu'on regarde, de se dire on va aimer des choses, on va ne pas aimer des choses, alors que quand on est plus jeune, c'est il y a la télé, c'est bon, je vais regarder, peu importe ce qui va passer, le téléachat ou quoi, c'est bon, je vais le regarder parce que ça m'occupe. Quoi, je suis le seul à regarder le téléachat quand j'étais petit. Ouais, désolé. Hein, non. Mais j'attendais les dessins animés. C'était à 7h du matin, il y avait le téléachat et puis après les dessins animés. Voilà, donc, tu finis par le regarder et voir des couteaux qui coupent des chaussures. Ouais. Bon, mais ce balai à tête rotative avait l'air pas mal quand même. Ouais. Mm. Mais j'ai rien acheté. Bah non J'étais plus. trop jeune. J'avais pas de carte de crédit. Non. Et tu avais, en parlant de cartes, donc tu regardais le Club Dorothée, est-ce que tu avais la carte des membres du club Dorothée? Non, je pense que j'étais sur la fin du Club d'eau. Donc Ouais. c'était les années... c'était bien les années 90. Je me rappelle des sitcoms avec les musclés et Igueugue. Ils étaient en croisière, il me semble. Ah oui, donc oui, c'est vers la fin quand ça... C'est vraiment la fin, là. Donc, non, j'étais... Et puis, c'est vrai, j'ai jamais fait la démarche de demander. Je crois que je savais pas qu'on pouvait le faire. Mais Il y avait un magazine où, en gros, c'était les écrans qui étaient pris en photo pour faire des fausses BD. C'était d'une qualité. Je sais pas si quelqu'un l'a connu, c'est Magazine Dorothée non plus, avec les Chevaliers du Zodiaque, où, en gros, on voyait les lignes de l'écran sur les captures, les photos qu'ils avaient pris. Et ils avaient recollé des bulles par-dessus pour faire semblant que c'était des BD. Non, mais là, t'es en train de me dire que j'ai raté mon enfance, là. Je sais pas eu ces livres photos. Ah, je dois encore en avoir peut-être dans le grenier, mais non, cette carte-là qui... Je sais plus comment il fallait faire pour l'avoir, mais c'était le seul moyen de pouvoir avoir son nom au générique quand il y avait les anniversaires. Donc, si jamais vous avez regardé le Club Dorothée et que vous cherchiez votre nom dans les anniversaires, si vous n'étiez... Tu l'as fait aussi. T'as eu ton nom? Non. Ah bah ouais, t'étais pas membre du club, voilà, effectivement. C'est ça le problème, c'est que tous les enfants regardaient, mais ils avaient tellement mal expliqué qu'il fallait être membre du club pour être dedans que tous les enfants regardaient. Et ça permettait, en fait, non, c'était une technique assez forte, ça permettait d'être sûr que les enfants regardent jusqu'au bout de l'émission. Donc ils avaient l'espoir de voir leur nom, donc ils regardaient le générique jusqu'à la fin. Voilà, comme ça, du temps de télé en plus. C'est pas mal, en fait. C'était le Netflix avant l'heure, presque. Ouais, tu payais ton abonnement et... C'est comme maintenant avec les Patreons et les autres souscriptions à des podcasts. Hein. On vous dit qu'à la fin, on va vous donner votre nom ou vous faire un remerciement. Comme ça, on est sûr qu'on écoute jusqu'au bout le podcast pour avoir le remerciement. Voilà, vous payez pour pouvoir voir votre nom. C'est tellement bien. Mais ouais, non, mais au final, le Club Dorothée, c'était vraiment bien, je pense, pour les enfants. Ça nous a permis aussi d'avoir accès... Je pense pas que tout le monde dirait ça, mais oui. Oui, pardon, je ne suis pas Ségolène Royal. C'est ça. Mais non, c'était aussi voir des animés. Moi, j'avais jamais vu ça avant. Et ça t'a... Forcément, toi, tu avais les films Disney, les choses très occidentales. Et là, d'un coup, tu as des produits asiatiques. Tu te dis, c'est génial. Le coup de crayon est différent. Les thématiques sont différentes. Ouais, enfin, vraiment. Et c'était aussi le doublage qui permettait d'avoir quelque chose de vraiment cool, quoi. Et c'est de là aussi que c'est peut-être une réminiscence de mon enfance qui fait que maintenant je consomme beaucoup de contenu asiatique, je sais pas, mais ouais, j'ai ce souvenir là et Nicky Larson aussi. Oui. C'était mon premier crush d'enfant, de fille. Je voulais Nicky Larson, mais on avait la version soft française. Oui, parce que la version qui était dans le Club Dorothée, elle était charcutée dans tous les sens. Il y avait plein de choses qui n'étaient pas. Que quand on voit maintenant les vrais épisodes, on se dit. Je me souviens pas d'avoir vu ce genre de truc. Le collège foufoufou, c'était pas aussi sexualisé. Mais je vois que tout le monde est en train de rigoler sur le fait que Nicky Larson était son crush. Mais j'aurais la curiosité de savoir, vous, votre crush, c'était qui, hein? Parce que tout le monde rigole, mais je suis sûr que tout le monde a un crush, mais un peu inavouable. Parce que moi, j'ai eu le courage de vous l'avouer. Voilà. Alors. Personne n'ose, voilà. Non, personne? Pas de crush de dessin animé? Pardon? Les drôles de dames. Ah, oui. Les trois. Les trois, bah oui, les trois qu'à faire. Oui, les drôles de dames. Oui, oui.
Si quelqu'un me dit les craquantes, c'est accepté aussi. Hein, Golden Girls, bon, c'est les drôles de dames, mais un peu plus âgées. Non, personne? Non, je crois pas. Non, bon bah voilà. Comme quoi, tout le monde n'a pas eu de crush ou alors ne veut pas l'avouer parce que c'était moi c'était oui oui ou non pas moi. Hein, c'est un exemple. Ah ouais. Non, c'était Lamu dans le club Dorothée. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, ouais, c'est vrai que le club Dorothée, ça a pas mal fonctionné. Il y a eu c'est la 5 aussi qui a proposé énormément de séries animées parce que c'était Berlusconi. Berlusconi avait tout racheté. Globalement, il avait tout racheté. C'est ce qui faisait que TF1 et Club Dorothée étaient un peu en guerre là-dessus. Toi, tu n'as pas regardé à ce moment-là? Non, je regardais pas la 5, non. Ouais, ça devait être vers la fin de la 5, globalement. Donc, ouais, non, tu n'as pas regardé. Non, moi, je me souviens de Debout les Zouzous. Oui, donc ça, c'est bien après. C'est France 5 ou la 5e, mais c'est pas la 5. Donc là, on est juste on arrive à la préadolescence, alors. Ouais, c'est ça. Là, je me souviens des rediffs d'Arabesque et de Magnum. Bizarrement. J'adorais Jessica Fletcher. Qui est sans doute le crush de quelqu'un ici, mais qui ne l'avouera jamais. C'est ça? Jessica ou Magnum? Non? Non, personne. Non, Magnum. personne. Ah ouais, moi Magnum, ouais. Oui, oui. Ouais, moi Magnum, terrible. C'est pour ça que je te regardais. T'as tout de suite deviné, quoi. Effectivement. Donc oui, mais ça c'est un peu plus tard, mais c'était déjà des rediffs. C'était déjà des rediffs, ouais. De Jessica Lansbury, de me dire ah ouais, la petite mamie là, elle paye pas de mine et au final elle arrive à résoudre des énigmes, à résoudre des meurtres, et j'étais déjà un petit peu dans ce truc-là de tu rassembles des indices pour essayer de trouver une solution. Ça, c'est le genre de choses que j'adorais faire. Et voilà, c'est peut-être aussi ça qui m'a amené plus tard à être dans des métiers un peu scientifiques, de trouver des preuves de machin pour pouvoir prouver ce que je dis. Et c'est peut-être aussi ça le début avec ces séries un petit peu policières, beaucoup plus feel good que Navarro, hein, n'empêche. Mais oui. Voilà. Et ouais, Jessica Lansbury, j'aimais beaucoup, vraiment. Je ratais pas. Ça changeait des policiers habituels où un peu comme Colombo l'a été aussi pendant un moment dans son genre, de dire qu'en fait là c'était madame un peu tout le monde, c'était surtout pas une enquêtrice, c'est une autrice qui permettait justement d'aider la police qui apparemment était incapable de faire son boulot. Donc c'est ça qui est bien dans ce genre de série là, c'est que souvent la police est incapable, donc on va chercher quelqu'un qui ne fait pas du tout le métier. Ça c'est le trope assez classique des séries américaines, c'est la police est aidée par insérer ici une profession qui n'a rien à voir, un boucher, une autrice, une médium, au hasard. Un chien. Un chien. Turner Hooch, n'oubliez pas. Les chiens aussi aident beaucoup. Et donc ça, tu dirais que tu pars de ça pour toutes les séries policières ou pas que? Il y a d'autres genres, parce que tu as regardé X-Files avant, qui était un peu plus fantastique. Même très fantastique. Ouais, après, j'ai l'impression que X-Files, du coup, c'était sur quoi? C'était sur Canal, il me semble. C'était quand mes parents avaient encore leur abo Canal. Oui, il y a eu... Enfin, attention, ça a changé de chaîne au bout d'un moment. Ouais, je sais plus. Et du coup, il y avait ça. Et... qu'est-ce que je disais? Il m'a perturbée, là-bas, avec ces signes. Ah, c'était sur la 6, d'accord. Je ne comprenais pas. Je croyais qu'il me restait 6 minutes. Je dis, quoi? Du coup, qu'est-ce que je disais? Arabesque, machin. Après, c'était... ce que j'aimais aussi, c'est que c'était pas comme Madame est servie ou Notre belle famille, avec des rires enregistrés. Tu vois, c'est que tu avais vraiment une histoire contée sans forcément avoir le quatrième mur du public qui se force à rire ou on appuie sur un bouton. Ça, ouais, c'était cool, mais voilà, quoi. Alors que suivre une histoire avec des personnages très identifiés, très caricaturaux en soi, oui, qui vont résoudre des choses, ça, c'était cool. Donc, ouais, il y avait ce côté-là sur les séries policières, séries un peu action. Là, je parlais de Magnum, etc. MacGyver aussi, j'en ai parlé. Ça aussi, j'aimais pas mal. Et voilà. Et n'oubliez pas le crossover Magnum Arabesque dont on avait parlé il y a 2 ans à Podren, justement. Oui. L'improbable double épisode où les deux travaillaient ensemble pour s'aider. Donc, Jessica Fletcher met une chemise à fleurs.
Et se laisse pousser la moustache. Non. Non, non, C'était bizarre. ça n'allait pas aussi loin, non. Tom Selleck n'était pas devenu non plus une petite dame âgée. Non, c'est ça. Ce serait bien. Non, après, c'était quoi? Il y avait aussi Remington Steele. Oui. Avec Pierce Brosnan. Ouais. Alors ça aussi, j'aimais beaucoup. Mais j'aimais pas forcément Pierce Brosnan. J'aimais bien son acolyte. Bien sûr, j'ai perdu son nom. Oui, bien sûr. Mais la femme. Enfin voilà, je trouvais que... Parce que c'était On va clipper juste ce moment-là. La femme. la femme. Je sais plus son nom, Laura ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'était elle vraiment qui résolvait aussi les énigmes. En fait, c'était ça. J'aimais bien les femmes qui résolvent des choses. Mhm. Donc ça a un peu comme ça aussi, je pense, construit ma façon de penser, ma façon d'être, de me dire, c'est bon, pas besoin d'un gars pour faire quoi que ce soit. C'est très, très, très engagé, n'est-ce pas? Et un peu radical, mais voilà, il fallait bien se débrouiller aussi parfois. Donc, Bah oui, bien sûr. Et voilà, donc ouais, j'ai 10, 12, 13 ans à ce moment-là, une personnalité déjà affirmée, on va dire, donc c'était cool. Et puis après... Et tout ça, c'était seule ou tu regardais ça? Non, en toute famille? seule. Ouais, ouais. Toute seule. C'était pas le genre... Enfin, ça plaisait pas trop Non. à ma famille, ça. Il n'y avait pas assez Roger Hanin dedans, donc ça marchait pas. Non, ça parlait... Ouais, c'était série américaine, c'était pas leur truc, quoi. Ah oui, j'ai pu comprendre. C'est très catégorique. Ça a changé depuis, hein, mais heureusement. Mais ouais, c'était ça. Et puis après, je suis tombée... c'était quand j'étais ado, c'était le début de la trilogie du samedi. Mhm. Donc, un peu, je pense, comme la plupart des gens... Sauf en Belgique, parce que M6, il fallait avoir le satellite pour capter M6, donc on l'a pas. Vous l'avez pas des... Non, on n'avait pas M6. Là. Mais on connaît la trilogie, mais peut-être par Internet. Pour rappeler ce que c'était, je ne sais pas si tu veux le faire. C'était le samedi soir sur M6 où on proposait 3 séries américaines, un épisode de chaque, et ça faisait comme ça le tunnel de la soirée. Ça commençait à 20h50, ça finissait à minuit, et comme ça occupait les ados le samedi soir. Oui, c'est ça. C'est là-dedans on avait Medium, par exemple, Au-delà du réel. C'était principalement des séries fantastiques, ou en tout cas des séries de genre. Du coup, j'ai découvert Charmed, j'ai regardé Buffy, 7 jours pour survivre. Qu'est-ce qu'il y avait Alors attention que Buffy n'a jamais été dans la trilogie. C'est une confusion qu'on Tout le monde fait. l'a, et en D'accord. fait, non, ça passait juste avant, ou à la même période, mais il n'a jamais été dedans. D'accord. Non. Il y a le caméléon. Oui, le caméléon, oui. Donc, ouais, ça a aussi forgé un peu. Ça, c'était mon adolescence, vraiment. C'était l'entrée dans les séries vraiment américaines. Et une fois que j'ai. Enfin, ça, on en reparlera peut-être un petit peu après, sur le début de l'âge adulte, une fois que je suis à l'université. Mais, ouais, trilogie du samedi, forcément. Ouais, toute seule, par contre, parce que j'avais déjà mon petit frère, mais lui, ça ne l'intéressait absolument pas. Donc, Combien d'âge d'écart? On a 5 ans d'écart. Oui, donc c'est un peu compliqué, effectivement, de... Mais voilà, donc... ouais, je me souviens, ouais, Charmed, ça, je suivais absolument. Et quand je pouvais pas regarder, j'avais une cassette. On avait encore le magnétoscope. J'avais ma cassette de 240 minutes et j'enregistrais pour pouvoir me repasser les épisodes dans la semaine pour pouvoir être à jour pour le samedi suivant. Alors, ce que tu dis, c'est que tu avais ta cassette. Donc, ça veut dire qu'au bout d'un moment, les épisodes étaient effacés. Oui. Mais elle me servait juste de... Comme maintenant, on pourrait avoir... je sais pas, un fichier MP3 ou MP4, une vidéo que tu regardes, et une fois que tu l'as regardée, tu la jettes. Mais là, c'était ça me servait un peu de mémoire tampon. Oui, bah oui. C'est T'as ça. pas le choix. J'ai regardé ça, et parce qu'on n'avait pas encore Enfin, moi, j'avais pas accès à des plateformes de VOD ou quoi que ce soit. Il n'y avait pas. Hein. Il n'y avait pas. Non. Donc, C'est plus simple, il n'y avait pas. donc, et puis pas de DVD, on n'achetait pas de coffret, donc c'était ça. J'enregistrais ma trilogie et puis je la regardais. Et puis les coffrets, même VHS, à l'époque, n'étaient pas nombreux comme aujourd'hui. Globalement, toutes les séries, on peut facilement, en tout cas plus ou moins, les trouver en coffret ou même en plateforme. Mais là, c'était la télé qui te permettait de les voir et rien d'autre. Mais ça, c'est quelque chose, donc, à niveau adolescence. Est-ce que tu as commencé à partager ça avec quelqu'un, genre à l'école, la cour de récré ou pas? En fait, c'est vachement triste. Ça a toujours été très solitaire pour moi, la télé, à Ouais. ce moment-là. Le fait de partager, c'est assez récent au final. Parce que on n'avait pas forcément les mêmes centres d'intérêt avec les copines, ou alors chacune, on regardait la même chose, mais on ne se le disait pas. Ah bon? Ouais. Peut-être les frères Scott.
là-dessus, on débriefait les frères Scott parce que Team Lucas, Team Nathan, mais c'est tout, quoi. Est-ce qu'il y avait ici dans le public justement des personnes qui partageaient ça à l'école ou c'est la même chose? C'est pas niveau adolescence? Non, pas du tout. Est-ce que vous regardez les séries télé? Parce que j'ai pas posé la question, bêtement, mais non, moyen? Non, pas du tout. Attends. Oui? Moi, c'était pas des séries télé qu'on partageait à la cour de récré, mais plutôt la Star Academy, par exemple. Oui. On regardait, on en parlait à la cour de récré, quoi. On débriefait les émissions. Et j'avais pas tant que ça accès à la télévision, mais c'était vraiment pour les émissions, quoi. Et on en parlait vraiment. C'était pas tant les séries, mais plus les émissions qui passaient à la télé. D'accord. Et toi, tu considères que la télé-réalité, c'est des séries? Non, c'est de la télé-réalité. C'est une émission plutôt. Ouais. Même s'il y a un storytelling sur plein d'épisodes. C'est ça, c'est que ça peut rester. Il y a du script. Ça, on le sait, c'est scripté. C'est plus ou moins scripté selon les émissions. Les lofts, etc., c'était quand même très, 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 très scripté. Après, il y avait une part de. Comment dire? D'improvisation un peu guidée. Mais est-ce que je considère comme ça, comme une série? Non. Non, parce que le taux de jeu et d'écrit n'est pas suffisant, selon moi, pour ça. Ouais, parce que au final, donc. Moi, c'était le début de Loft Story, j'étais en 6e, du coup. Ça a aussi construit l'adolescence de façon pas terrible. On va dire l'image de la femme, pas forcément des plus sympathiques dans ce genre d'émission. Et surtout... C'est pour ça que la Star Academy, finalement, c'était quand même un peu mieux. Au moins, il y avait un but culturel, musical, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ouais, faire croire à des gamins qui vont percer dans le milieu de la musique, je sais pas si c'est aussi... C'est peut-être une meilleure vision de dire j'ai envie de faire de la musique plutôt que j'ai envie de faire rien dans une piscine. Enfin, ouais, d'accord. Enfin, maintenant, on a toujours ça, il y a toujours eu ça, le vouloir son quart d'heure de célébrité, mais c'est peut-être mieux d'aller du côté créatif, artistique, au moins. Mais ouais, il y avait... En fait, c'était l'avènement de la télé-réalité, donc ça prenait énormément de place à la télé aussi. Donc, comme on regardait en linéaire sur la télé, on était plus ou moins obligé d'être, comment dire, de voir au moins une fois une télé-réalité. Mmh. Du coup, les séries, j'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup moins de place à la télé pour ça. C'est aussi pour ça que j'ai un peu de mal avec la télé-réalité, c'est que à plusieurs époques, quand c'est arrivé, ça a fini par remplacer par facilité et par coût. En fait, finalement, ce que ça pouvait rapporter la série télé. Quand il y a eu une des grandes grèves aux États-Unis des scénaristes en 2007, la réaction des télés qui n'avaient plus rien à remplir dans leur chaîne, c'était on va mettre de la télé-réalité. Et donc c'est là où on a eu une explosion de Survivor, donc le futur Koh-Lanta et le Bachelor, etc. qui sont arrivés parce que en fait il y avait tellement plus de séries qui étaient écrites qu'ils allaient chercher des personnes qui écrivaient de la télé-réalité et ça a remplacé. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours un pincement, quoi. Mais après, à côté, tu vois, on avait Sous le soleil. Ça aussi, c'est un truc que je suivais, mais c'était nul. Enfin, rétrospectivement, le contenu, on approchait du zéro, quoi. Et même en termes d'écriture, les dialogues étaient creux. Enfin, c'était... Voilà, c'était pas bien. C'était pas bien. Et après, tu avais le dimanche, je me souviens, on avait Dawson aussi. Oui. C'était un peu mieux, mais est-ce que parce que c'était américain, on trouvait que c'était un peu mieux? Je sais pas. Et les Walker Texas Rangers aussi. Ouh là là, le grand écart. Ouais, non, mais c'était TF1, quoi. Oui, c'était le dimanche. Après le Grand Prix. Oui, c'est ça, avec Xena ou Hercule. Ah, mais ça, c'était bien aussi. Finalement, oui, on peut critiquer, mais pour avoir revu du Xena et du Hercule, niveau thème abordé, surtout chez Xena, c'était quand même beaucoup plus intéressant que ça n'y paraissait, quoi. Donc, Xena, je trouvais ça un peu mieux qu'Hercule, et Lucie Lawless a mieux tourné que Kevin Sorbo. Mais voilà. Voilà, donc je ne sais pas si tout le monde voit qui est Lucie Lawless. C'est Xena. C'est Xena, donc c'était c'est une actrice qui en côté mythologique. C'est une série qui est aussi dépeinte comme représentatrice de la cause lesbienne aussi, mais à l'époque un peu
C'était jamais frontalement Non. mis en avant, c'était très sous-entendu. Voilà, et Hercule était une des sous-séries qui découlait de ça. En C'était fait. pas l'inverse Hercule et Xena, Oui, ou un l'inverse. spin-off. Mais Ouais. celui qui jouait Hercule, donc Kevin Sorbo, c'est un conspirationniste, trumpiste, tous les trucs qui finissent en Un mec iste. bien. C'est un mec bien, quoi. Voilà. Il est Hercule dans sa tête. Oui, Voilà. mais ouais, ça c'était aussi pas mal. Peut-être pour ça que je préfère Xena à Hercule, n'empêche. Le Ouais. truc de femme forte, femme en avant, femme qui décide, j'ai pas besoin de mon mec, c'était aussi. C'est sûr. Ça construit aussi le truc. C'est sûr. Mais ouais, ça c'était mes souvenirs de week-end. Oui. Sur TF1, forcément. Et je sais pas si tu te souviens de ça, il y avait un truc en animatronics qui s'appelait Dinosaure. Oui. Avec Oui, mais c'était, Jim Henson. Jim Henson, et c'est Disney qui a racheté ça, qui n'a toujours pas sur Disney+. Dinosaure, ça vous parle aussi ou pas du tout? C'était pas un animatronique, c'était des personnes... il y avait un personnage en animatronique. Oui. Les autres, c'était des acteurs qui étaient déguisés en dinosaures, mais un peu humanisés. C'était une comédie façon Malcolm, où justement on suivait le père qui travaillait dans une carrière, voilà, et il y avait un petit bébé qui n'appelait pas son père papa, il s'appelait pas la maman. Donc voilà, et c'est un truc où c'était assez étrange, mais en fait finalement très drôle, et aussi dans les thèmes abordés, ça abordait des thèmes politiques et d'actualité de l'époque, mais sous le prisme de c'est rigolo, c'est des personnes déguisées en dinosaures, donc ça va, ça passe, on peut dire des trucs un peu edgy, et ça passera parce que c'est de l'humour, et c'était bien. Ça, c'était le dimanche matin. Ouais, dimanche matin, ouais. Mais alors, je suis totalement passée à côté des messages politiques et de l'humour. Moi, À l'époque, moi aussi, faut pas. Mais politique américaine, pour les avoir revus présent. Pour les avoir revus après, si, ça parlait quand même pas mal de. Il y a eu un épisode qui parlait de viol, alors que c'est un truc qui est pour les enfants, mais ça le cachait un peu. On avait des épisodes un peu sur la dépression. Et on se dit, je regardais ça et j'ai rien capté. En fait, il y a tellement de niveaux de lecture, comme on a maintenant dans les Pixar, les Disney et autres, on a des niveaux de lecture. Tu le regardes enfant, tu dis c'est rigolo, il y a les dinosaures. Puis tu le regardes adulte, tu dis ah ouais, c'était chaud un peu quand même ce qu'il nous racontait là, quoi. Donc il faut que Disney Plus les mette au catalogue là. Oui. Ou je sais pas qui a les droits niveau vraiment ici, parce que quand c'est Disney là-bas, ils ont les droits. Ici, c'est quelqu'un d'autre qui a les droits, donc. C'est un peu compliqué. Mais oui, ça serait bien. Et un autre souvenir que j'ai, c'est au collège, quand on rentrait le samedi midi, il y avait Demain à la une. Oui. Ça aussi, c'était cool. Alors, Demain à la une, le pitch était assez génial. En fait, c'est que c'est une personne qui, tous les matins, recevait le journal du lendemain. Donc, il savait ce qui allait se passer le lendemain. Et ça, c'était vraiment très, très cool à regarder comme ça. C'est un héros qui porte pas de cap. Ouais. Il peut aller sauver les gens des incendies qui ne sont pas encore déclenchés. Et c'était super bien parce que c'est un mec ultra lambda qui arrivait et c'était tout le truc de bonjour, tu vas mourir demain, viens avec moi, je vais te sauver. Mais c'était ultra dur pour les personnes en face d'accepter un mec à moitié fou. Et je trouvais que c'était traité de façon un peu simple. Enfin, c'était une série américaine, mais ça restait assez mignonnet. Oui, c'était léger, c'était relativement drôle. Il y avait pas vraiment c'était plutôt la question de et si tu savais ce qui allait arriver demain, qu'est-ce que tu en ferais? Est-ce que tu allais aider les gens ou est-ce que tu allais justement finalement pas t'en faire, ou c'est une responsabilité en fait de connaître le futur d'une personne que tu ne connais pas, hein. Donc mais ouais, c'est assez intéressant, et ça aussi malheureusement c'est sur aucune plateforme actuellement, et pourtant c'était le truc de est-ce que tu vas sauver les gens ou est-ce que tu vas jouer les numéros du loto. Voilà. Un peu comme quand l'almanach, donc je vois qu'il y a apparemment des personnes qui vont jouer plutôt les numéros du loto. Oui, mais c'est parce que je veux l'argent pour pouvoir sauver les gens. C'est ce qu'il faut faire. Non, c'est pas pour ça. Je pars en vacances et puis c'est tout. Voilà.
Mais non, C'est vrai que c'est une question assez philosophique. C'est si tu savais ce qui allait se passer demain, ou si tu connaissais tout ça, ou même l'almanach, comme dans Retour vers le futur, où tu avais tous les numéros, les trucs gagnants, les matchs gagnants. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu l'utilises ou pas? C'est une question bah oui, qu'on pourrait se poser. Mais je pense que globalement, tout le monde va se dire oui, quand même un peu. À plus ou moins niveau, j'utilise un petit peu. Non, tu l'utilises. Enfin, je sais pas. En tout cas, je l'utilisais pas pour faire du mal à quelqu'un. Ça, c'est sûr. Mais je sais pas. Ah Non. C'est comme ça qu'on apprend que tu es une psychopathe. Non, pas du Plutôt tout. une sociopathe. Mais machin, là, qui m'a fait chier en 4e, attention. Je sais que tu vas mourir demain. C'est pas grave. Non, ça, c'est le Death Note. Ah oui, c'est Death Note, oui. C'est encore autre chose. Ouais, et donc ça, c'était le samedi, mais je me souviens aussi que Canal passait des années. Et on avait le droit à Monster, Full Metal Alchemist, ces animés-là. Il y a une période où Canal+ a commencé à passer beaucoup d'animés japonais, principalement. Un petit peu adulte, un petit peu violent. Oui. Mais c'était cool aussi. Mais ils ont commencé avec une... Il y a eu un déclencheur, c'est qu'il y a eu une journée complète de la bande dessinée et de l'animé sur Canal+, que j'ai encore sur une VHS, voilà, où vraiment on avait des reportages dans des studios, avec des dessinateurs, des choses, vraiment l'historique de la BD et de l'animé. Et ils avaient terminé avec pas mal de films, dont Porco Rosso du studio Ghibli, et aussi la brigade Jinro, qui là, niveau public, il faut être un peu plus adulte, et il y avait des choses comme ça, comme Ghost in the Shell, qui sont arrivés après. Et à partir de ce moment-là, ils ont commencé ils ont acheté des trucs, parce que ça avait tellement bien fonctionné que forcément, tu as eu les Full Metal Alchemist, entre autres, qui... C'est peut-être un des plus gentils par rapport à Monster, qui est peut-être un peu plus violent, mais... Un petit peu plus, ouais. Un peu. Et de Full Metal Alchemist, ça, je me souviens, je m'étais vraiment pris au truc, de vraiment vouloir le suivre et d'être là derrière. Et j'avais tellement été déçue de ne pas avoir pu voir la fin. J'avais un pote de ma classe qui m'avait gravé la fin sur un DVD CDR là, qu'on pouvait regarder. Et je ne savais pas, moi, à l'époque, que c'était quelque chose en japonais. Et du coup, il me l'a filé en VO. Et pour la première fois, j'ai regardé un animé en VO. Et je trouvais ça vachement mieux que le doublage français. Et c'est de là que je suis aussi arrivée à me dire, mais en fait, les séries, c'est vraiment mieux quand c'est dans leur langue, quand c'est écrit pour eux, que de regarder le doublage français. On est d'accord de ne pas être d'accord. D'accord. Bon. Il y a des séries qui, quand même, ont une autre aura. On va dire que c'est mieux, mais ont une autre aura. Les Simpsons, par exemple. Oui, d'accord. Voilà, déjà, les voix françaises sont reconnues comme étant la meilleure version, même par le créateur. Donc, après, c'est pas les mêmes blagues, ils rajoutent de l'humour. Friends, par exemple, qui aussi sépare un peu tout ça. On a des blagues qui passent en français, qui n'existent pas dans la version originale. D'autres qui sont un peu plus douteuses et qu'on aurait préféré ne pas avoir non plus, parce que c'est ça aussi le problème du doublage, c'est qu'il y a des moments où la personne qui adapte va adapter comme elle le veut et on se retrouve avec des choses, on se dit ouais, peut-être que tu n'aurais pas dû dire ça ou pas comme ça, c'est pas top, mais il y a des choses à chercher. Après, c'est vrai que niveau animé, il y a le côté où, entre guillemets, c'est pour les enfants, donc c'est pas grave. Au début, on va mettre les doubleurs qui débutent. Bah, on parlait tout à l'heure de Nicky Larson. C'est aussi la version française qui fait que c'est devenu culte pour nous. D'avoir la voix du méchant qui le rend totalement ridicule, alors qu'en vrai, le méchant est censé faire vraiment peur. Là, il était juste... C'était Michel, quoi. Enfin, pas Michel ici. C'est... Michel un Michel... Tu as fait la voix des méchants dans Nicky Larson. Il n'y a pas vu Nicky Larson. Non. Mais en fait, il faut savoir qu'avec Nicky Larson, comme avec Ken le Survivant, il y a eu un moment donné où en fait les comédiens de doublage étaient relativement peu dirigés ou aussi très mal payés. Et ils en avaient tellement marre qu'ils ont fini par improviser des choses qui, en gros, ne veulent rien dire, avec des voix assez bizarres ou parfois même des dialogues qui n'avaient rien à voir du tout avec l'histoire.
On peut retrouver sur YouTube quelques extraits où, pendant un moment, il parle d'une rambarde et il parle des agents du BTP qui travaillaient dessus. Et oui, c'était ceux qui ont travaillé dessus, alors qu'en fait, c'était un moment clé de l'histoire. Donc, quand tu vois l'épisode en VO, tu te dis, mais il est où le BTP? Il est où la rambarde? Et ils avaient même fait un jeu de mots sur... parce que le Ken le Survivant, c'est Okuto no Ken. Et en fait, là, ils ont dit, oui, je suis membre de la secte des hauts couteaux, mais plutôt les couteaux comme les couteaux pour couper. Et ils ont fait toute une blague là-dessus. Et donc, finalement, toi, tu te retrouves avec des blagues qui n'existent pas, un souvenir de la série qui, en fait, ne devrait même pas exister. Et puis, tu te dis, je vais regarder la version originale pour voir. Mais c'était pas du tout la même histoire. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, par contre, je te rejoins. Mais il y avait des raisons derrière, c'est parce qu'ils étaient tellement mal payés qu'ils se sont dit, on n'a pas besoin de mettre de la qualité, on va faire n'importe quoi. Voilà. C'est sûr. Oui. Il y a des questions? Non, juste pour préciser que tu avais des raisons politiques aussi, parce que Ségolène Royal trouvait que c'était trop violent pour les enfants. Oui, mais c'est pour ça en fait qu'il y a eu beaucoup de coupes dedans. Ça, dans le montage, il y a des épisodes qui, je sais pas comment ils faisaient par contre, parce que ça durait toujours à peu près la même durée, mais il y avait facilement 20 à 30% de l'épisode qui était coupé, parce que soit c'était trop violent, soit il y avait trop de points sexualisés. Mais au niveau des doublages même, là c'était vraiment une raison de on n'est pas payé, alors au lieu de faire la grève, on fait n'importe quoi. C'est une autre façon de protester. Mais effectivement, oui, Ségolène Royal a été très 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 contre le Club Dorothée et tout ce qui était manga et animé. Hein. Je ne sais pas si elle est revenue dessus depuis, mais un peu on s'en fout. Elle est toujours... Oui, elle est toujours là par contre, oui. Donc là, c'était... On parlait des animés sur Canal, là c'était vraiment ma période lycée, tout ça. Et c'est à ce moment-là aussi où j'ai commencé à demander à Noël des coffrets DVD. Et là, j'ai eu les Friends et j'ai découvert Friends en VO du coup. Ouais. Et c'était là, par contre, j'ai dévoré les épisodes les uns après les autres. Je passais des journées entières à regarder Friends et à apprendre aussi l'anglais parce que notre prof d'anglais nous faisait regarder Friends pour apprendre des expressions, pour apprendre à distinguer aussi les accents parce qu'on regardait Friends, on regardait après peut-être un Agatha Christie pour essayer de différencier les accents. Américain, anglais, oui, bien sûr. Je ne sais pas si d'autres ont eu cette chance-là, parce que moi aussi, j'avais des profs d'anglais qui étaient très sur la culture et apprendre la langue avec le discours, le dialogue, etc. Et moi, j'avais ça. J'avais aussi des talk shows en Belgique. On avait via MSNBC, on avait le soir, on avait Jay Leno, Conan O'Brien, et si on mettait sur le télétexte, attention, le télétexte, ça parle peut-être que aux vieux, donc c'était une espèce de minitel sur la télé. On pouvait déclencher en fait les sous-titres pour sourds et malentendants, et donc ça permettait d'avoir en anglais ce qui était en train d'être dit, et c'est comme ça que moi j'ai appris énormément de choses, ça et les jeux vidéo. Mais j'ai appris énormément de choses en anglais, juste en regardant par la culture, et j'avais des profs qui étaient à fond là-dedans, et c'est vrai que Friends c'est arrivé un peu vers la fin de mes années de secondaire, mais on avait la musique, on était en train de traduire les paroles, voilà, on avait tout ça. Je sais pas si d'autres ont eu cette chance-là. Moi, c'était pas les séries ou les films. On avait un prof d'anglais qui fixait sur les chansons, donc c'était Wham, U2, tu vois, c'était... C'est très bien, ça, c'est quand même... Bon, le résultat, c'est que je suis pas très bon en anglais, donc je n'ai pas été attentif. Ah, c'est bon, c'est autre chose. Et d'autres, non, pas que ça, non. Des chansons, oui. Chansons, oui. Des séries, non. Séries, non, pas du tout. Non. Mais par contre, mon papa avait regardé Star Trek avec mon frère dans le but qu'ils regardent. Et du coup, ils avaient d'abord regardé en français, puis ils avaient regardé les épisodes en anglais sous-titré français, et puis ils ont fini la série en anglais sous-titré anglais. Et c'était pour effectivement faire que mon frère apprenne mieux l'anglais. Mais c'était à la maison, du coup, c'était pas... Oui, mais c'est une bonne chose, parce que ça permet d'apprendre de façon ludique, en tout cas, c'est une bonne chose. Moi, je le fais aussi avec ma plus grande, les séries qu'elle aime regarder, ou les choses que j'ai envie de partager avec. Au bout d'un moment, voilà, Malcolm, on l'a regardé en VO. Et pourtant, c'est aussi à un moment donné un peu plus... c'est un anglais qui n'est pas non plus facile d'accès toujours, mais ça permet déjà de l'entendre, d'avoir un phrasé, d'avoir des mots qui reviennent. Peut-être on ne va pas pouvoir faire de phrases au début, mais on se dit « Ah, ça, je l'ai déjà entendu », et ça permet d'apprendre aussi. Et c'est vrai qu'à l'adolescence, pourquoi pas. C'est vrai que Friends a été beaucoup utilisé. Ça sera peut-être d'autres choses maintenant. Je vois qu'il y a une question dans... Je voulais dire que c'est quelque chose
peut-être à vous approcher pour le micro, ce serait... Merci. Sorry, on fait déplacer les personnes. Oui. Je suis trop court, comme d'habitude. On m'entend? Oui, voilà. Oui. Je voulais dire d'ailleurs que c'est dommage parce que nos amis néerlandophones ont la chance d'avoir toutes les séries en VO. Oui. Et donc, quand on a le plaisir de parler anglais avec des néerlandophones, c'est quasiment natif pour eux. Ils parlent néerlandais comme ils parlent anglais parce qu'ils ont vu toutes les séries en VO. Nous, malheureusement, pauvres francophones, toutes nos séries sont traduites. Ouais. Et c'est- je trouve que c'est une chance que les enfants n'ont pas de notre côté et qu'ils ont du côté néerlandophone. Après, maintenant, les enfants, les enfants d'aujourd'hui ont une chance, c'est qu'on a accès aux plateformes avec la possibilité de changer les langues, alors que ça, effectivement, nous, on ne l'avait pas. On ne l'avait pas du tout. Voilà. Moi, je suis de 83, donc tout ça, je l'ai connu vraiment sur le tard. Oui, il y a un problème? D'accord. Il n'y a plus d'autres questions? Oui. Donc moi, je suis anglophone. Oui. Et quand je commençais à essayer de parler plus en français, quand je suis arrivée ici, je voulais regarder beaucoup de choses en français. J'ai trouvé que c'était très difficile parce que j'aime bien de sci-fi. Mhm. Il n'y avait pas beaucoup de choses à regarder. Mais maintenant, j'apprends le néerlandais. Et il y a aussi pas de science-fiction. Mais je regarde un show qui s'appelle Wits. C'est un policier, c'est vraiment bizarre. Mais je trouve que ça m'aide beaucoup parce qu'il faut écouter les choses pour apprendre, pour comprendre comment ça marche et aussi la culture de les gens. Donc maintenant, je commence à comprendre comment ça marche dans le monde de la flamme, etc. Et je trouve que c'est très difficile. Donc pour cette raison, je n'aime pas le doublage parce que je pense que ce n'est pas une vraie émission, ce n'est pas une vraie picture. De choses, een vraie image de choses. Anneke, u spreekt Nederlands met jou en u spreekt heel goed Nederlands. En van waar bent jij? Ja, ik spreek heel goed Nederlands. En van waar bent jij? Van waar komt jij? Ik kom uit Zimbabwe, maar ik woonde 20 jaar in Weka. Vous avez vu, elle parle flamand parfaitement, quoi. Chapeau, madame. Ah, c'est vrai que c'est un vecteur d'apprentissage et il faut essayer faut le guider, il faut le diriger. C'est vrai que si on n'a pas la connaissance de la langue déjà de base, ça va être plus compliqué pour après apprendre à l'autre, en tout cas l'accompagner. Mais c'est quelque chose qu'on a voulu faire assez rapidement et il ne faut pas attendre l'adolescence parce que c'est plus la personne est jeune, plus elle va avoir facile après aussi de l'apprendre. Et l'adolescence, on est déjà un peu plus formé et c'est plus compliqué. Le projet de classe, justement, sur Friends, c'était de regarder 1 ou 2 épisodes, de pouvoir reparler derrière, de débriefer de ce qu'on avait vu en anglais. Et surtout, on avait appris le générique pour faire une chorale. D'accord. Donc, on avait fait des Rembrandts comme ça, en chorale. Comme quoi, il y a des enseignants encore qui aiment bien le côté ludique et surtout aiment apprendre les choses aux personnes. Et donc là, c'est... Là, c'est le lycée. Lycée. C'est bon, on a fini. Oui. Je vais enfin partir de chez moi. Je vais pouvoir regarder autre chose que la télé et Navarro. Mais non, après, j'arrive donc dans les études supérieures. Le début, c'est un petit peu compliqué. Je suis un petit peu à part. J'arrive pas à m'intégrer dans le groupe. Pour ça aussi que je fais du podcast, hein, parce que les gens qui n'arrivent pas à s'intégrer. On a envie de parler et il y a des gens qui nous écoutent. Ils ne s'écoutent pas. Ou quand on parle, ils nous disent qu'on est bizarre. Mais voilà, du coup, études supérieures, là, je plonge peut-être la première dans les séries américaines et dans toutes ces plateformes que ce cher Kim.com a mis en place. Okay, si tu vois ce que je veux dire. Oui, mais je pense que tout le monde a eu à peu près ça. À un moment donné, les séries, c'était les trucs, on les trouvait, hein, les tontons d'Amérique qui envoyaient des choses là. Le pire tout pire. Ouais, le pire tout pire, oui. Donc là, j'avais carrément un fichier Excel de je ne sais combien de lignes. Et chaque ligne était une série. Et à chaque fois que je regardais l'épisode, je notais le dernier épisode vu pour que je puisse regarder de façon linéaire chaque série. Donc j'en suivais des dizaines en même temps. Enfin, c'était presque une addiction de regarder des séries parce que je les regardais sans les suivre. C'était là, quoi. Donc
je peux plus te citer le nombre de lignes, ni qu'est-ce qu'il y avait spécifiquement. Je me souviens que je regardais Vampire Diaries, je regardais Pretty Little Liars, je regardais Grey's Anatomy, enfin des choses que tout le monde regardait, mais que forcément on partage. Enfin, je ne partageais pas forcément mon ressenti sur tel ou tel épisode. Mais de là aussi, ça a construit peut-être un esprit critique dans le sens où ça devenait de la consommation et presque de l'addiction, comme je te disais. Mais il y a certaines séries, ces trois-là, je te cite ces trois-là, celle-là, je m'en souviens, parce que je me rendais compte de la construction d'un scénario, de comment on faisait du storytelling, de comment ça partait en cacahuète totale sur Pretty Little Liars, et qu'à la fin, j'étais là, je sortais les rames, j'ai dit, je me rendais compte dans mon fichier Excel que c'était déjà la 7e saison, donc je me dis, ou 6e, enfin, on s'en fout, mais j'ai déjà investi 6 ans de ma vie là-dessus, ben, il faut que j'aille jusqu'au bout. Je n'avais pas encore ce truc de si t'aimes pas, t'arrêtes. Non, j'avais encore un peu le syndrome complétiste du truc. Oui, il y a des personnes qui ne perdent jamais ça, le côté, bon, j'aime pas, mais je suis tellement investi dedans depuis des années que finalement, je vais quand même le finir. Oh, il reste peut-être qu'une saison. Puis bon, pour Grey's Anatomy, c'est un peu plus compliqué parce que c'est toujours pas fini. Ça finit pas. Est-ce qu'il y a d'autres personnes comme ça aussi qui ont du mal à lâcher quelque chose, même si c'est moins bien maintenant? Oui. Un exemple? Oui, après, moi, c'est pas vraiment par rapport aux séries, mais pour les livres. Pour moi, c'est vraiment très compliqué. Et c'est très dur de continuer un livre quand on n'aime pas. Mais c'est vraiment... Ouais, je vais jusqu'au bout, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, je sais pas si... Parce que j'ai l'impression que le micro ne marchait pas, mais donc vous parliez des livres. Non, mais c'est pas de votre faute, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de retour. Mais donc oui, effectivement, c'est pour tout la même chose. Hein. C'est les livres, les séries en BD. Voilà, ici, c'est séries de télé, mais c'est vrai que tout ça pourrait être collé à n'importe quoi de culturel, du cinéma, de la musique. Mais c'est vrai que c'est compliqué. On a envie d'aller au bout parce qu'on se dit, on a quand même fait un effort d'aller jusque-là. Et puis le plus dur, c'est de se dire, oh, tant pis, j'abandonne. Mais j'ai l'impression que suivre une série demande quand même beaucoup moins d'investissement que suivre une série littéraire. On va passer beaucoup moins de temps à regarder un épisode et on peut le mettre en 1,5 qu'un livre. Voilà, on a sa vitesse de lecture plus ou moins rapide, mais après, ça dépend aussi de ce que vous choisissez comme taille de livre. Mais voilà, du coup, c'est cette période-là où je suis un petit peu pas très bien dans mes baskets, vraiment un peu à la marge, où je me sens pas bien et je trouve un peu de réconfort dans ces séries-là, même si elles sont nulles. C'est des gens que tu retrouves de façon régulière, de façon très artificielle, parce que je les connais pas, ils me connaissent pas forcément. Mais Non, mais la série télé, pour beaucoup de personnes, sans se sentir bien, mal, etc., il y a toujours un effet un peu cocon, doudou qu'on essaie de rechercher, que ce soit dans, ici les séries télé, qu'on perd un peu maintenant, en fait, avec le nouveau format des plateformes, où on va avoir une saison, c'est 10 épisodes qui vont durer peut-être 1 heure, alors que là, on a été souvent sur des 18-20 épisodes de 50 minutes, donc on avait vraiment sur tout le long de l'année, et surtout c'était semaine par semaine, on avait un rendez-vous, on avait une création de rendez-vous qui permettait d'avoir ce côté un peu réconfortant. Et cette création de rendez-vous, ce n'est pas que pour les séries télé, c'est aussi pour soi, en fait, essayer d'apprendre à trouver un moyen de se faire du bien grâce à un rendez-vous fréquent. Et donc là, c'est les séries qui le font, c'est un palliatif à je me sens pas bien, mais c'est surtout, en fait, c'est le cerveau qui se dit, tiens, j'ai envie de me faire un peu de bien, être gentil avec moi, etc. Même si c'est quelque chose qui est globalement nul, ça permet on dit on éteint le cerveau. Non, en fait, le cerveau a besoin de se reposer aussi. On a besoin de se reposer. Il ne faut pas qu'il soit tout le temps actif. Et ça fait du bien. Donc, le côté péjoratif qu'on pourrait avoir avec que ce soit les films, les séries, les livres, les jeux, etc., il y a toujours un côté où, en fait, psychologiquement, ça fait du bien. Et il ne faut pas l'oublier. Et ça permettait aussi de structurer ma semaine. Ah oui. Je savais que le lundi, c'était telle série. Et c'est un petit peu alors triste en soi. À l'école, il y a quand même des choses qui structurent, genre un programme. Mais non, c'était les oui, séries. alors, bon, d'accord, le vendredi matin, il y avait maths, tout ça. Ouais. Ouais. Mais non, je me repérais plus dans la semaine aux séries que je regardais, quoi. Et ça a duré quelques années quand même. Mm-hmm. Ça a duré toutes mes études, plus mes premières années dans la vie active. Et voilà, ça me structurait vraiment ma semaine et peut-être aussi
de pas trop non plus de tomber complètement en dépression, comme tu disais, le côté rendez-vous, la petite décharge de dopamine qui te dit finalement ça va pas si mal, même si c'était juste regarder une série où les gens allaient beaucoup plus mal que moi, mais c'est une façon comme une autre. Mais on va regarder Grey's Anatomy. Tiens, qu'est-ce qu'il a comme problème aujourd'hui? Dans les frères Scott, sa greffe de cœur ne peut pas fonctionner parce que le chien a mangé le cœur. Les frères Scott, j'ai lâché. Celle-là, je l'ai pas finie parce que j'ai dit non, c'est pas possible. C'est parti vraiment très très loin. Il y avait le père qui devait avoir une greffe de cœur et à l'hôpital, il y a un chien qui a mangé le cœur pour la greffe. Donc... Il n'y a pas eu ça. Des piles. Voilà, c'est absolument, c'est n'importe quoi. Et bon, on finit par retenir parce que c'est absurde. Et je me rends compte là en parlant que finalement je regardais des séries qui est très très marketées girly, Vampire Diaries, PLL. En plus c'est que dans mon tableau Excel je les mettais pas en comment dire, je mettais pas Pretty Little Liars, je mettais PLL. Je leur avais désigné des acronymes, je savais de quoi je parlais. C'est bien. C'était terrible. Et puis après, les applis, ça te permettait aussi d'avoir ton journal. Je pouvais aussi avoir, j'ai découvert ça, donc j'avais implémenté ça. Et puis ça continue encore maintenant. J'ai toujours mon appli très spécifique pour pouvoir suivre ce que je regarde. Et ça te permet aussi de te conseiller ce que tu potentiellement tu aimerais regarder après. Mais voilà, c'est plutôt bien fait les algorithmes là-dessus. Ouais. C'est très ironique. Ça finit par t'enfermer dans un genre, mais après... Ouais. Mais je reviens un peu sur ce que tu disais sur le côté doudou et sur ce que je dis de structurer. C'est aussi pour ça, en partie, que moi, mon podcast s'appelle « Mes Madeleines coréennes ». C'est les Madeleines de Proust, à la base. Moi, l'idée, c'est vraiment d'un moment réconfort, d'un moment doudou, d'un moment cocon, où... quand tu regardes ça et que tu parles de ce que tu aimes, tu es vraiment dans un peu ta safe place et tu trouves forcément des gens avec qui tu as des affinités parce que tu parles de ça et d'un seul coup, il y a un dialogue qui se fait, il y a un échange qui se fait. Et c'est aussi ça un peu le pouvoir... Le truc positif avec les séries, c'est de former aussi des communautés et de rencontrer des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi et de pouvoir échanger et de construire aussi, ce que je disais, cet esprit un petit peu critique de j'analyse ce que je regarde, peut-être que j'analyse trop ce que je regarde, mais c'est toujours très intéressant. Et comme ça, tu forges des amitiés, tu forges des groupes, des communautés. Et c'est ça aussi qui est intéressant là-dedans. C'est des points de départ de discussion aussi, en fait. Oui, c'est sûr. Tu as un commentaire ? Non, je réagissais sur le fait que tu dis moi je regardais des trucs girly. Moi je faisais l'inverse en fait. Et d'ailleurs, je vais vous dire la série que je regardais le plus, c'était un dessin animé. Et je vais proposer de chanter le générique. Et s'il y a des gens dans la salle qui le connaissent, ils chantent avec moi, d'accord ? Ouais. Moi je ne chanterai pas. Bon. Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on chante. Il y a des méchants et des gentils. On pleure, on rit. Ça, oui, juste voilà, c'est ça. Je la chante pas, mais je connais les paroles. Ça fait longtemps. Oui. Petite parenthèse. Moi, j'ai pas vu Candy, j'étais pas née. Et ça, c'est une attaque en plus. Bravo. Merci Aline. Voilà. Je plaisante. Allez, hop. Ouais, donc c'était une période pas forcément très facile de cette surconsommation de séries. Et ça ne t'a pas aidé à justement avoir des contacts avec des personnes, surtout pendant les études. Après, ouais. C'était encore... c'est rétrospectivement, je trouve que c'était un petit peu une période pas facile. On était dans des résidences étudiantes, dans des apparts où on vivait à 3. Mes collègues, je suis incapable de vous dire comment elles s'appelaient, à quoi elles ressemblaient, parce que je vivais enfermée dans ma chambre, en fait, à regarder mes séries. Donc, c'est comment dire, le cliché du nerd ou du geek comme on peut avoir et qui est pas cool. Mais c'est ce que j'étais. J'étais enfermée dans mon monde de séries, comme ça. Et à la fin de mes études, j'ai eu la chance de faire un semestre à l'étranger. Je suis allée à Québec et là, j'ai découvert les séries québécoises.
Donc, Le cœur a ses raisons, ces trucs-là. Alors ça, je conseille de regarder. Le cœur a ses raisons. Donc, on parlait tout à l'heure de Amour, gloire et beauté, et les feux de l'amour. Mais là, c'était une parodie de ce genre de choses-là, très, 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 très drôle. Et par contre, pour le trouver, c'est aussi compliqué. Il y a des DVD, je pense, mais c'est... On a beaucoup de plateformes, mais finalement, il y a beaucoup de choses qu'on ne trouve pas. Voilà. Donc, Je disais juste tous les épisodes sont sur YouTube. Oui, c'est ça, mais ça fait pas très longtemps, je pense. Non, mais voilà, en tout cas, tous les épisodes sont sur YouTube, donc on peut te retrouver, et c'est très drôle. Voilà, c'est vraiment très très drôle, effectivement. Donc là, c'est vraiment la période de mes études. Donc j'étais diplômée en 2011, donc on va dire, c'est la période 2000-2010. C'était ce truc un peu de addiction série. Après, j'ai commencé à travailler et l'addiction, elle s'est un petit peu transformée, c'est-à-dire je me lève beaucoup plus tôt et je te bouscule, voilà. Je me lève vachement tôt pour pouvoir avoir le temps de regarder une série avant d'aller au boulot. Ah oui. Et donc là, c'est là que je découvre... Je dis, oui, je me lève pas plus tôt, mais moi, ce que je faisais, c'est que quand je prenais le train, j'avais toujours mon PC portable avec les séries, et je regardais sur le long du trajet. Maintenant, avec la voiture, c'est un peu plus compliqué. Un peu dangereux, mais bon. Ouais, non, j'avais pas de temps de trajet, tu vois, j'avais... Ouais. Et Travailler loin, c'est bien, ça permet d'avoir du temps de trajet pour lire des livres, regarder des séries, écouter de la musique, des podcasts. Ouais, mais ça veut dire que si tu y vas, c'est du temps de trajet, mais le retour aussi. Et moi, des fois, j'aime bien être chez moi rapidement. Oui. Mais c'est autre chose. Le télétravail. Bien. Et là, donc le matin, c'était 20 minutes. Donc j'ai regardé The Office, j'ai regardé Parks and Rec, j'ai regardé Mindy's Project. Enfin, cette même bande de scénaristes d'humour un peu caustique. Les comédies de la NBC, non ? Bah, c'est ça. Donc, je regardais ça tous les matins. J'avais 20 minutes avec mon bol de céréales pour regarder. Et c'était vraiment très, très bien. C'était presque... J'étais contente de me lever parce que je savais que j'allais regarder The Office plutôt que d'aller au travail. Il faut trouver un moyen de se lever et d'être prêt pour aller travailler. Donc, pourquoi pas ? Donc, c'était ça. C'était la fin et des téléchargements, du peer-to-peer, etc. Et après, j'ai plongé aussi dans les plateformes. Donc là, j'avais déjà commencé à travailler. J'ai eu un accident au travail. Je me suis cassé un genou et je me suis retrouvée alitée chez moi à pas avoir le droit de bouger de mon canapé. Pour guérir, tout simplement. C'était quel genre de travail ? Parce que comment on peut se Je travaillais dans un laboratoire et en fait, je me suis cassé un genou tout bêtement dans le vestiaire en remettant mes chaussures. C'est très, 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 très bête. Ça reste un accident de travail. Oui, j'ai eu cette chance d'être dans l'enceinte du labo au moment où je me casse le genou, mais ça aurait pu avoir lieu n'importe où. Ouais. Mais du coup, je me retrouve bloquée chez moi, dans une ville où il se passe pas grand chose, etc. Puis de toute façon je pouvais pas sortir, donc c'est pas grave. Et là j'ai mon meilleur pote qui me fait c'est super, tu vas pouvoir te mettre à Netflix. T'as 3 semaines là d'arrêt, il y a 3 semaines gratos où tu t'essayes et puis si ça marche pas, t'arrêtes ton abo. Et c'était la fin. L'abo. Là ça a été la fin. J'ai commencé des trucs un peu classiques qu'on trouve sur Netflix. Et là, j'ai découvert la série Sense8. Et là, révélation. Est-ce que tu peux expliquer, parce que je ne sais pas si tout le monde voit ce qu'est Sense8, si. On arrive dans les années là où vous savez un peu plus la série. Ah, apparemment, c'est très bien là-bas, je vois qu'il y a un pouce levé. Alors, Sense8, c'est une série créée par les sœurs Wachowski, donc les réalisatrices de la trilogie Matrix. Et elles partent du postulat qu'il y a 8 personnes sur Terre qui sont connectées émotionnellement, intellectuellement, de façon très organique, mais en étant chacune dans leur pays. Et il y a une organisation extra-gouvernementale, bien sûr, toujours, la méchante, qui veut les rassembler pour les étudier, finalement, faire des expérimentations sur eux. Et de là, ça va réveiller cette connexion qu'ils ont entre elles. Et cette connexion est tellement forte qu'il
quand vous avez Beduna en Corée du Sud qui commence à faire un mouvement de taekwondo, vous avez le pompier américain qui d'un coup est en pleine intervention et fait ce même mouvement de taekwondo. Donc ça leur permet à la fois de se sortir de situations pas très cool les uns les autres parce qu'ils peuvent faire appel à une compétence, un peu un stand dans JoJo's quoi. Ils peuvent faire appel à la... T'as perdu tout le monde avec JoJo's, pardon. je vois ce que c'est, mais voilà. Ils font comme ça appel à une compétence qu'ils n'ont pas naturellement, mais que la personne avec qui ils sont reliés ont, donc de pouvoir se sortir de situations plus ou moins complexes. Parfois, ça amène à des situations très comiques. Faire un mouvement de taekwondo alors que tu es en rendez-vous, en date, c'est peut-être pas ce qui est le plus sexy. Et parfois, ça dépend avec qui tu as rendez-vous. C'est ça. Et parfois, ça donne lieu aussi à des moments où ils sont tous les 8 connectés parce qu'il y en a un qui a une émotion trop intense, souvent dans des moments un peu sexy. Donc ça donne aussi lieu à ce genre de choses. Et là-dessus, moi, cette série, elle m'a marquée parce que ça a aussi marqué le début un peu de mes engagements un peu forts, notamment en temps de prise de conscience sur toutes les thématiques LGBTQIA+, parce que c'est très, très prégnant dans cette série-là. Tout ce qui va traiter des rapports homosexuels, de lesbiens, de la transidentité, juste aussi du genre fluide, la fluidité de genre, et surtout... voilà, ça m'a conscientisée là-dessus et j'ai un souvenir vraiment très, très, très prégnant de Sense8 et je pense que je la regarderai, je peux toujours la regarder. Et donc, c'est 2 saisons et un épisode final, c'est ça? Il me semble, ouais. Mais voilà, j'ai un très, très fort souvenir de Sense8. Et après, donc l'algo, pendant très longtemps, m'a proposé que des contenus LGBT. Donc forcément, ça m'a aussi renforcé sur ce côté un petit peu conscientisé des problématiques. Et mon côté, je suis devenue, j'espère être une alliée de la communauté, sans forcément en faire partie, mais de soutenir, de soutenir à mon échelle et dès que je peux de dire, de répandre un message de tolérance et voilà, on est tous ensemble, on fait communauté et c'est comme ça, on est tous pareils. Et après, je suis tombée dans les à cause de Netflix. À cause de Netflix. À cause de Netflix et de ce putain de genou. Un jour, l'algo me propose la série Black. Et là, je lance le truc. Je me suis endormie au bout de 20 minutes parce que j'étais... Ça commence mal. Non, mais j'étais abrutie de cachet, si tu veux, d'antidouleur, etc. Okay. Et la série n'était pas... Enfin bref, c'est pas grave. Et là, d'un coup, je tombe sur un truc... je comprends pas grand-chose. Ça parle coréen. Alors, quand on l'a pas dans l'oreille, c'est assez compliqué de comprendre de quoi ça parle. J'arrivais pas à lire les sous-titres parce que j'étais un peu dans les vapes, mais bon, c'était pas grave. Et là, j'ai un truc qui mêle à la fois de l'humour, beaucoup d'action, des choses parfois un peu dark, du contenu, d'accéder comme ça à une culture que je ne connais absolument pas et qu'on ne connaît pas, parce que quand nous on était ados, les animés, finalement c'est la culture japonaise et les Coréens et les Japonais, c'est pas du tout les mêmes personnes. Non. Donc là, on arrive sur quelque chose, je fais, mais qu'est-ce que c'est? Et là, on a des choses, contrairement à Grey's Anatomy, où il faut investir 25 ans de sa vie pour savoir qu'à la fin, Meredith Grey, c'est pas une bonne personne et elle est toxique. Là, en 8, 10, 12, 20 épisodes, vous avez une histoire complète. Et là, j'ai fait, c'est génial. Je suis pas obligée de tenir un Excel, de savoir où j'en suis, parce que Netflix le fait pour moi. Mais j'ai pu m'investir des années entières pour avoir la finalité de quelque chose et d'être déçue à la fin. Et je peux être déçue très rapidement. C'est ça. Voilà. Et voilà. Et là, je suis tombée là-dedans. Donc Black, je m'en souviens pas parce que j'étais pas bien. Mais voilà. Et après, l'algo, il m'a proposé plein d'autres choses. Et je suis tombée dedans et j'en ai fait un podcast. Oui. Voilà. Comme quoi. Parce que, voilà, c'est vraiment une ouverture culturelle sur autre chose. Et de là, de voir quelque chose de totalement différent, d'avoir
une histoire de A à Z, comme je disais, de façon rapide, que tu peux consommer, parce que ça reste de la consommation. Soit tu binge-watch et tu tapes les 8 épisodes en une journée et tu as quelque chose de très sympa, que tu as passé une bonne journée. Ou alors tu peux essayer de faire durer le plaisir et de picorer un épisode par-ci, un jour, 2 jours, ou une fois par semaine. C'est toi qui choisis comment tu le regardes. Voilà, c'est vraiment ça. Et d'essayer aussi d'analyser de comment eux, ils font de la série, parce qu'ils ne le font pas forcément comme nous. Il y a des tropes qui sont très... Il y a un cahier des charges. Hein. Tu sais qu'à l'épisode 8, il y aura un bisou. À l'épisode 12, ils vont se disputer. À l'épisode 13, ils s'aiment plus. À l'épisode 16, ils se retrouvent. Enfin, à force d'en regarder, tu arrives à... Sur le quai d'une gare, en général. Et ça tourne au ralenti, la caméra, comme ça. Je regarde pas, mais je connais bien ce trope-là. C'est très cliché. Et il y a un parapluie jaune, toujours. Et de là, en fait, aussi, de voir une autre culture, d'essayer d'aller voir au-delà du contenu télévisuel, de se dire, ah bah tiens, ça se passe dans tel lieu, qu'est-ce qui s'est passé là, je connais pas, hop, allez, je regarde sur Internet, je fais mes petites recherches. Des contenus aussi historiques, parce que nous, à l'école, on apprend l'histoire de France, on apprend l'Occident, mais moi, je connaissais absolument rien de l'Asie, du Sud-Est, de l'Extrême-Orient. Et là, je me renseigne sur qu'est-ce que c'est la guerre de Corée. Moi, j'en avais pas entendu. C'était une ligne dans mon cahier d'histoire. Ou alors, tu as entendu la version du côté américain Peut-être, mais même, je pense que c'était une ligne dans le cahier d'histoire. Oui. C'était pas quelque chose de prégnant. Et du coup, voilà, ça t'amène aussi à t'ouvrir à une autre culture, à t'ouvrir à autre chose et aussi à se pousser à faire des recherches. Ce que les gens ne font peut-être plus maintenant. On fait, on prend pour argent comptant ce qu'on dit, on fait un prompt chat GPT, on voit ce qui sort. Là, c'est vraiment d'aller chercher l'info, recouper et de construire quelque chose. Enfin, c'est ma façon de regarder les dramas coréens, qui n'est pas très reposante, mais... c'est un boulot, en fait, finalement. C'est un boulot. Vu le temps qui reste, si tu devais garder une seule série de tout, dans tout ça, laquelle tu garderais? Je garderais What's Wrong with Secretary Kim, qui est un drama coréen, avec chouchou numéro 1, Park So-chun. Et c'est sur Netflix aussi ou pas? C'est sur Viki Rakuten, donc c'est une plateforme... Excuse-moi, c'est une plateforme vraiment spécialisée dans les contenus asiatiques. D'accord. Oui, désolé, tu veux que je te trouve une série Netflix? Non. Je me suis dit, il y a peut-être un peu de chance comme ça, vous pouvez regarder, mais non, c'est juste le nom. Je vois bien ce que c'est Rakuten, mais quand même. Ben, c'est Viki, voilà. Sinon, sur Netflix, ça fait 2 fois que je l'ai fait celle-là. Sur Netflix... C'est à cause des cours des jugés Flix. Ouais, je pense. Qu'est-ce que je pourrais dire? Kingdom aussi, sur Netflix, c'est bien, en série coréenne. D'accord. Une bonne série de zombies. Voilà. J'ai entendu un dans le fond. Apparemment, le zombie, c'est pas pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un a envie justement de citer juste une série qu'il regarde en ce moment dans le public, ou on peut terminer comme ça? Non? Un conseil? Je regarde Clégo. Pardon? C'est ce... Donc, le chemin des Oliviers, parce que là, comme ça, je dis si on n'entendait pas bien. Ok, donc sur Netflix. Quelqu'un d'autre? Non? En tout cas, je te remercie justement d'être confié là-dessus, de voir que effectivement, une fois encore, le côté culturel, les séries peuvent guider dans un chemin de vie. Bon, pas toujours forcément dans de bons endroits, mais finalement, on s'en sort. Voilà, on trouve des chemins et tout ça. Je vous remercie tous et toutes d'être venus à 10h du matin pour écouter parler de séries. Et bon programme pour PodBXL cet après-midi, non, cette fin de matinée. Merci.